À la une de l'actualité ce soir, regain de violence à Dédougou dans le Mouhoun. Des manifestants protestent contre l'expulsion de la ville du président local du MBDHP. Il serait lié aux événements du mardi qui ont vu le saccage des locaux de la gendarmerie et de certains domiciles de gendarmes. Mais faux répond les responsables coutumiers qui l'accusent d'avoir transgressé certaines coutumes de la localité. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis signature d'un protocole d'accord sur la commercialisation de l'anacarde, incluant tous les maillons de la filière entre la SNV et le ministère en charge du commerce. On le sait depuis quelques années, les unités burkinabè de transformation de la noix de cajou peinent à avoir de la matière première. Un accord bien accueilli par les acteurs. Depuis 100 ans, ils soutiennent la transmission de la foi chrétienne au Burkina à travers l'enseignement de la foi et de la morale chrétienne. Les catéchistes de la conférence épiscopale Burkina-Niger célèbrent le centenaire de leur centre de formation. Un anniversaire célébré dans la prière, la louange et la reconnaissance à Dieu ce dimanche à la cathédrale de Ouagadougou. Mesdames, Messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver. Nouvelle tension ce dimanche à Dédougou dans le Mouhoun. Des manifestants ont protesté ce matin contre l'expulsion par des éléments du chef de canton, du responsable de la section locale du MBDHP. Le motif invoqué pour son expulsion, il aurait transgressé des interdits de la localité. Mais pour les manifestants, il faut le retour sans condition du leader de la société civile. Des manifestants qui s'étaient mobilisés et qui ont été dispersés à coups de bâton. Le gouverneur de la région a engagé des négociations et une accalmie règne en ce moment dans la ville. Julien Bambara et Paul Sawadogo sur place à Dédougou. Rassemblés à la place Melongar, à quelques mètres de la cour royale, ces manifestants protestent contre l'expulsion du président de la section MBDHP, le mouvement burkinabè des droits de l'homme et des peuples de la cité de Bankui. Une expulsion décidée par la chefferie coutumière. On a eu l'information que le chef de canton a envoyé des gens sur le président du MBDHP, M. Kadenza Lamoussa. Et il a demandé à le voir. Il n'était pas là, il est reparti chez lui. Et c'est quand il est reparti, c'est un groupe de jeunes. Ils se sont mis à ramasser ses bagages, que c'est lui qui est derrière sur les manifestations qui se sont déroulées et qui vont l'amener au village. Donc ils ont ramassé ses bagages, mettre dans un camion et le transporter avec le camion. Voilà, fermer tous ces portables-là. Voilà, enlever tout, et puis disent qu'ils vont le déposer au village. Donc voilà pourquoi les gens se sont mobilisés ce matin-là pour dire non. Donc les gens demandent seulement à ce qu'on le ramène sain et sauf sans que rien ne lui arrive, avec lui et ses bagages. Voilà. Pour la chefferie coutumière, l'expulsion du président du MBDHP se justifie. Les raisons de son expulsion, c'est l'entêtement. C'est tout simplement ça. Il y a une faute coutumière. On t'a dit, ça ne se fait pas. Il aurait pu venir s'asseoir, même s'il ne veut pas faire. Il discute avec les vieux pour dire, moi, je ne reconnais pas ma faute. Mais il ne l'a pas fait. Mais c'est quand même des choses qui sont dures à supporter pour une autorité. Et donc, son expulsion-là, on sait que, ça fait mal à beaucoup de gens, c'est pour cela que beaucoup de gens sont venus d'ailleurs. Mais pour nous, c'est tout à fait normal, c'est justifié. Et nous sommes prêts à défendre nos coutumes. Donc, on ne va pas permettre à quelqu'un de transgresser ça. Prêts à défendre les coutumes, les partisans de la chefferie coutumière ont dispersé les manifestants à coups de bâton. Afin de ramener le calme, le gouverneur de la région a engagé des négociations. Il a rencontré les différentes parties et l'espoir est permis selon lui. Tout le monde est prédisposé effectivement à ce que l'apaisement revienne donc dans notre région. Nous avons rencontré Sa Majesté, le chef de canton, et nous avons échangé et il est prédisposé. Tout à l'heure, avec les jeunes également, ils vont travailler à démobiliser donc ce groupe de jeunes qui est mobilisé là pour qu'on lève la mesure d'interdiction de séjour de quelques-uns des leurs. Mais dans l'ensemble, je suis satisfait et je suis optimiste. Lorsque les réparations seront faites par la chefferie coutumière, je pense qu'il n'y aura plus d'interdiction à ce qu'ils reviennent. Mais il faut d'abord qu'ils fassent la réparation et je pense que la Cour est en train de s'atteler à cela. Au moment où nous quittions les lieux, le calme semble être revenu. Le chef de canton et les leaders des manifestants étaient en train de rencontrer leurs partisans pour faire passer le message du gouverneur.
Le syndicat national des enseignants africains du Burkina-Signabé a achevé ce 7 mai à Ouagadougou son conseil national 2016. 2 jours de travaux pour aboutir à la réactualisation de sa plateforme revendicative, mais aussi à des prises de position sur la situation nationale. Le syndicat exige la suspension de la journée continue dans le secteur de l'éducation en attendant de réunir toutes les conditions pour sa mise en œuvre. Également, le Signabé demande le respect strict des cahiers de charges pour l'ouverture des écoles privées de formation des enseignants et face à l'incivisme montant, le syndicat souhaite des mesures fortes du gouvernement. Souleymane Sanou, Oumou Sissé. C'est un congrès ordinaire avec un double objectif. Faire le bilan des activités de l'année 2015 et actualiser la plateforme revendicative du Signabé, le syndicat national des enseignants africains du Burkina. En 48 heures, ces délégués venus des régions et des sections ont examiné au cas par cas les préoccupations du moment de leur structure. En 2015, avec les autorités de la transition, notre bureau national a conduit une plateforme revendicative qui, après 4 rounds de négociations, a abouti à des conclusions partagées. Il y a un certain nombre de points qui ont été pour nous des points d'accord, des points qui ont été partiellement acceptés et des points qui n'ont pas connu d'évolution. Et donc notre première revendication, c'est de demander aux nouvelles autorités, au nom de la continuité de l'État, de mettre en œuvre les points d'accord issus de ces négociations. Au cours de ce conseil national, le Signabé recommande également la suspension de la journée continue dans les secteurs de l'éducation en attendant les conditions optimales de sa mise en œuvre et le respect strict des cahiers de charges quant à l'ouverture des écoles privées d'enseignement. Face à la montée de l'incivisme dans les écoles, le Signabé exige des actions fortes pour venir à bout de ce phénomène. Le Programme national de développement stratégique de l'éducation de base PEDSEB évalue ses actions de 2016 pour sa 4e mission conjointe de suivi. Le bilan est jugé satisfaisant, même si l'insuffisance des infrastructures scolaires a été relevée. Le PDSEB est un plan décennal qui vise la formation de citoyens responsables, créatifs, producteurs ayant un sens des valeurs universelles et dotés de compétences nécessaires. Souleymane Sanou, Amadine Lalsaga. Cette signature du rapport d'activité marque la fin de la 4e mission conjointe de suivi de la mise en œuvre du programme décennal de développement stratégique de l'éducation de base. À l'heure du bilan, les acteurs se félicitent des résultats obtenus. Cependant, des défis restent à relever. Le principal problème que nous avons, c'est réellement la passation des marchés. Nous avons beaucoup de retard dans la livraison des infrastructures scolaires. C'est une préoccupation importante du gouvernement. Le gouvernement a déjà pris les dispositions pour engager la relecture de l'ensemble des textes de la procédure de passation de la commande publique, dont les résultats devraient être disponibles d'ici le mois de juin. Un autre problème qui a été évoqué, c'est celui de l'absorption des ressources, c'est-à-dire certaines ressources sont à disposition, mais elles ne sont pas exécutées. Et là, je pense qu'il y a un problème d'efficacité, mais qui est aussi reconnu par tous les acteurs de l'éducation et par le nouveau gouvernement. Et nous allons travailler dans le sens d'une meilleure efficacité de la mise en œuvre de ces ressources. La fin de la 4e mission conjointe de suivi de la mise en œuvre du programme décennal de développement stratégique de l'éducation de base ouvre la voie au démarrage des activités de la 5e mission qui devrait prendre en compte les 18 recommandations retenues, au nombre desquelles on peut citer l'amélioration de la dotation des écoles en intrants pédagogiques et en vivres avant la rentrée scolaire, l'expérimentation de nouveaux curricula de l'éducation de base et la mise en œuvre d'une gouvernance scolaire intégrée au niveau local. Comprendre et expliquer le contenu de la loi 081 sur le nouveau statut de la fonction publique au Burkina Faso. L'objectif de l'association professionnelle des gestionnaires des ressources humaines de l'administration publique est d'exposer les avancées en matière de gestion des ressources humaines. Ce week-end, l'association a réuni ses membres pour la bonne cause. On essaie de comprendre avec Nongba Kouda et Yolande Lompo.
Des gestionnaires des ressources humaines à l'école du nouveau statut général de la fonction publique. La fonction publique s'identifie aux ressources humaines et à cette conférence publique, les statuts généraux de la fonction publique depuis 1957 jusqu'au 31 décembre 2015 vont être passés en revue. En cela, peut-être une chose qu'il est ici de relever, c'est que c'est la loi 13 qui a mis en place, qui a donné naissance à la gestion des ressources humaines au Burkina Faso. Avant ça, on procédait à une simple gestion du personnel. Mais cette loi a montré ses limites. La nouvelle loi, certes, innove en pas mal d'aspects. Entrée en vigueur le 1er janvier 2016, la loi 081 qui comporte 213 articles sera au cœur des échanges. Est-ce que cette nouvelle loi innove en des aspects de gestion des ressources humaines? Voilà. Qu'est-ce que l'agent public gagne concrètement avec le passage à cette nouvelle loi? Le gestionnaire des ressources humaines, quelle analyse technique, scientifique, il peut faire de cette loi afin de pouvoir, je dirais, mettre de la plus-value dans son travail? Initiée par l'Association professionnelle des gestionnaires des ressources humaines de l'administration publique burkinabé, cette conférence publique va également leur permettre d'échanger sur les implications de la dite loi. Économie à présent, depuis quelques campagnes agricoles, les unités burkinabées de transformation de la noix de cajou peinent à avoir de la matière première. La cause, la noix de cajou est inaccessible sur le marché public. Le ministère en charge du commerce et l'ONG néerlandaise SNB ont entamé des discussions depuis quelques mois sur la question. Des discussions qui ont abouti à un protocole d'accord sur la commercialisation de l'anacarde, incluant tous les maillons de la filière. La signature du protocole est intervenue ce 6 mai à Bobo-Dioulasso en présence de Karim Ilboudo et de Ahadi Sandamba. Avec ces signatures, les différents maillons de l'interprofession anacarde accordent leur violon pour la protection et surtout la survie de la filière. Et c'est l'aboutissement d'un processus entamé il y a quelques mois de cela. On a notre volonté politique. Nous tenons à ce qu'il y ait de la transformation d'abord avant qu'il y ait de l'export. Il s'agit là d'un protocole où les producteurs acceptent céder la noix brute de cajou à 600 francs le kilogramme au profit des commerçants qui, à leur tour, ont pris l'engagement de revendre le même produit aux transformateurs à raison de 650 francs le kilogramme avant toute exportation. La production du Burkina aujourd'hui, c'est 85 000 tonnes. Et les transformateurs ne demandent que 15 000 tonnes. Dieu merci, ils ont eu déjà une quantité. Donc je pense que ce qui reste à les fournir n'est pas assez important. Et nous allons travailler main dans la main pour pouvoir combler le vide. Que des commerçants s'engagent à nous faciliter l'approvisionnement en noix, c'est également s'engager à faire en sorte que les unités de transformation travaillent. La concrétisation de cet acte a été rendue possible grâce au ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat avec l'appui de l'ONG néerlandaise, la SNV. Et à cette séance de signature, les producteurs, les commerçants ou exportateurs, les transformateurs de la noix de cajou ainsi que le ministère en charge du commerce ont pris chacun de son côté l'engagement d'œuvrer à l'application et surtout au respect du dit protocole. On en vient à présent à notre grand format de ce dimanche. Il est désormais interdit aux agents publics au Burkina Faso de recevoir des cadeaux, des dons et autres avantages en nature dont la valeur dépasse 35 000 francs CFA. C'est une loi du CNT en 2015 et entérinée par le Conseil des ministres du 27 avril dernier. C'est une disposition anticorruption inspirée par le RENLAC, le réseau national de lutte anticorruption. Qu'est-ce qui est exactement visé par la loi ? Quelles sont les sanctions prévues pour les contrevenants? La disposition pourra-t-elle venir à bout de la corruption dans les services publics? Des questions mais aussi des réponses avec Ismaël Sirima. Depuis le Conseil des ministres du 27 avril 2016, les dons, cadeaux et autres avantages en nature à l'endroit des agents et autorités publiques sont réglementés. Plus question pour un agent de recevoir un cadeau de plus de 35 000 francs dans le cadre de son travail sans l'avoir déclaré. Le SMIC est un peu moins de 35 000. Donc si quelqu'un peut travailler 30 jours et on lui paye moins de 35 000 pour qu'il
entretienne lui-même et sa famille, si vous faites un travail qui ne devrait pas vous donner droit à un cadeau, si on vous donne 35 000 francs, c'est beaucoup. À défaut de refuser les cadeaux pour des questions de politesse ou de bienséance, il peut être reçu. À condition que vous le déclarez dans votre institution et on l'enregistre. Et il y a des dispositions réglementaires qui sont prévues pour que ces genres de cadeaux-là soient enregistrés et ne viennent pas alourdir ou en tout cas faire partie de votre patrimoine personnel. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes X qu'on vous a donné ce cadeau, mais c'est parce que vous avez représenté l'administration. Et cela dans le but d'empêcher des enrichissements illicites du fait de sa position dans l'administration. Par exemple, si moi je suis le ministre, si j'arrive ici, on me donne 2 béliers, ensuite j'arrive à Koudou, on me donne 2 béliers. Si je fais le tour comme ça, je me retrouve facilement avec un troupeau de 50 béliers, ce qui n'est pas négligeable dans notre pays. En plus, la loi stipule qu'on ne peut recevoir de la même personne plus d'un cadeau par an. De façon bilatérale, il ne faut pas que ça dépasse une seule fois. Sinon, ça va devenir comme une règle. Et un jour, vous pourrez venir, rien qu'en citant vos cadeaux, devenir milliardaire. Pour les fonctionnaires qui se rendront coupables de réception de cadeaux de plus de 35 000 francs, ils se verront dépossédés du cadeau en question et feront face à des sanctions disciplinaires. Ça peut aller de la simple affectation de l'agent, son déplacement, sa mise à pied, mais ça peut aussi arriver jusqu'à ce qu'il soit carrément exclu de son travail. Des mécanismes de dénonciation seront ainsi mis en place pour donner plus de la force à la loi. Et selon le réseau national de lutte anticorruption, seule la veille citoyenne pourra permettre à cette loi d'être opérationnelle. Retour à Bobo Dioulasso pour évoquer santé avec la 18e édition des Journées des sciences de la santé. Une rencontre de professionnels de la santé humaine et animale du Burkina, des pays de la sous-région et d'Europe. L'objectif est de faire le bilan des activités des journées et d'échanger sur les stratégies pour mener à bien une croisade contre certaines pathologies qui minent l'essor du pays. Mouni Barou. Cela fait 2 ans. Ces acteurs intervenant dans le domaine de la santé ont promis de se revoir pour tenir la 18e édition des Journées des sciences de la santé de Bobo Dioulasso. Ils y sont. C'est l'occasion pour eux de faire le bilan des activités et de réfléchir également sur les stratégies à mettre en place pour lutter contre les pathologies, entre autres la dengue, qui de plus en plus handicape le développement socio-économique du pays. La Journée des sciences de la santé de Bobo Dioulasso est un forum, je dirais, de partage d'expériences et donc également de partage des résultats de la recherche sur les problèmes de santé. Donc l'objectif de ces journées, c'est justement de faire connaître les récentes découvertes, les bonnes pratiques que les uns et les autres ont et pouvoir les partager entre nous praticiens, entre nous cliniciens, entre nous infirmiers. Aujourd'hui, les Journées des sciences de la santé de Bobo Dioulasso ont 24 ans d'existence. C'est dire donc qu'elles sont devenues une véritable plateforme d'expression. On est devenu, on peut dire qu'on est des jeunes adultes, donc on doit apprendre à nous développer nous-mêmes, à savoir prendre nos repères, à savoir donc se développer et avoir une vision pour le futur. Ces rendez-vous des sciences de la santé, en plus du Burkina Faso, regroupent les pays de la sous-région, notamment le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Sénégal, des pays de l'Afrique centrale, le Tchad et la République démocratique du Congo, ainsi que la France et l'Italie. Les responsables du projet Choléra 3 exécuté dans le Sahel du Burkina font le bilan des activités du projet qui arrive à terme. En 2015, environ 16 000 personnes de 16 villages de la région ont été touchées par les actions du projet. Joseph Bambara sur place à Dori. Par ces dons, l'ONG Oxfam, à travers le projet Choléra phase 3, entend éviter à ces populations de la région du Sahel les maladies diarrhéiques. Pour atteindre ce but, ce projet a mené aussi bien des actions de sensibilisation que des actions directes dans les domaines de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement, tels que les dons de ces kits et la construction de latrines et de faire
Le bilan de ces activités qu'une équipe d'Oxfam s'est rendue dans les villages de Ouro-Bagabé et de Lamana dans la province du Seno. C'est 80% d'exécution. Il faut dire qu'il y a certaines activités qui sont déjà finies. Quand je prends le cas de la trine, on a plus de 90% d'exécution. Les populations bénéficiaires saluent quant à elles ces actions qui apportent un plus à leur existence. Ce qui me serviront de me procurer la santé et en plus, cela me permettra d'élargir mes sensibilisations moi-même auprès des autres. Déjà construit des latrines pour nous permettre, nous faisons nous seuls en toute intimité, en toute sécurité. Et Oxfam a réhabilité notre forage. Le projet choléra phase 3 qui arrive à terme en juin prochain a permis à Oxfam d'investir plus de 300 millions de francs CFA au profit de plus de 16 000 personnes afin de prévenir les maladies diarrhéiques dans la province du Seno. Pour renforcer la lutte contre Ebola, les journalistes sont mis à contribution. Une caravane de presse a parcouru la région des Cascades et du Sud-Ouest pour insister sur les changements de comportement et pour éviter la propagation de la maladie. Mokhtar Ouedraogo, Nathalie Sawadgo. Nous sommes à Amélé, frontière Burkina-Ghana. Ici, il n'y a pas de dispositif de surveillance de la maladie à virus Ebola. Et pour cause... Aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas eu quelqu'un depuis lundi. Il n'y a pas eu quelqu'un à la frontière. Pourquoi cela? Donc, parce qu'il y a le manque de personnel qui est là. L'ICP n'est pas là et nous sommes deux. La population a-t-elle connaissance de la maladie à virus Ebola? Oui, dans le village ici en tout cas. Les gens savent ce que c'est que la maladie. Si on leur demande qu'est-ce que Ebola, ils savent. Comment faire pour prévenir, ils savent. Sur le terrain, la réalité est tout autre. J'ai compris, on est en train de dire que Ebola, mais je ne connais pas Ebola, c'est quoi ça? C'est quelle maladie? Je ne sais pas. Oui, c'est ça seulement que j'ai en train de comprendre. Il faut se laver 3 fois les mains avant de manger. Laver aussi les assiettes avec du savon. C'est la poussière et les mouches qui transmettent la maladie à virus Ebola. La région du Sud-Ouest est l'une des régions qui a bénéficié de l'accompagnement du ministère de la Santé et de ses partenaires comme l'UNICEF dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Il y a donc une série d'activités, dont la mobilisation sociale, le plaidoyer, la communication de proximité pour les changements de comportement, avec la réalisation d'émissions sur toutes les radios concernées. La caravane de sensibilisation contre la maladie à virus Ebola s'est rendue à Batié dans la province du Numbiel, une province qui fait frontière avec le Ghana et la Côte d'Ivoire. Un certain nombre de mesures ont été entreprises au niveau des différents districts, dont le district de Batié, qui sont entre autres le renforcement donc, de la surveillance épidémiologique et le renforcement des capacités des agents de santé à travers les formations continues. Il y a eu également donc, la sensibilisation de la population. Pour le gouverneur de la région, au regard de la porosité des frontières, un certain nombre de facteurs à risque existent. Il faut avouer que c'est une frontière très poreuse. Des deux côtés, des populations peuvent rentrer et sortir comme elles veulent. Alors nous allons dire que nous avons mis un dispositif sécuritaire du point de vue de la sécurité sanitaire, mais dans la réalité, les populations sont interpénétrées. À cela s'ajoute le manque de matériel pour bien mener les activités. L'appui sur la FDC, sur des recyclages, notamment au niveau des animateurs, parce qu'il y en a qui n'ont jamais bénéficié. Je disais tantôt, c'est moi-même, avec ma petite connaissance, que les ai formés. Et de deux, les moyens de déplacement pour eux. Mais ne serait que des vélos. Dans l'ensemble, les actions entreprises par les acteurs ont permis aux populations d'avoir une meilleure connaissance de la maladie. Mais au regard de l'évolution de l'épidémie, des efforts de sensibilisation restent encore à faire, toutes choses qui nécessitent également la mobilisation de ressources financières.
Je vous le disais en titre, depuis 100 ans, ils soutiennent la transmission de la foi chrétienne au Burkina Faso à travers l'enseignement de la foi et de la morale chrétienne. Les catéchistes de la conférence épiscopale Burkina-Niger célèbrent le centenaire de leur centre de formation. Un anniversaire célébré dans la prière, la louange et la reconnaissance à Dieu ce dimanche à la cathédrale de Ouagadougou, à l'occasion du renfort avec une 80aine de catéchistes qui a été titularisés. Alidou Badini, Amadine Lalsaga. La messe de ce 7e dimanche de Pâques est spéciale à la cathédrale de l'Immaculée Conception de Ouagadougou. La célébration eucharistique est consacrée à une action de grâce au Seigneur pour les 100 ans d'existence du Centre de formation des catéchistes de la conférence épiscopale Burkina Faso-Niger. Un jubilé d'or qui mérite des louanges et bien sûr quelques pas de danse. L'homélie du jour a mis l'accent sur l'unité et l'amour. On est là pour servir à la suite de Jésus, de façon gratuite, sans rien compter. À la manière de Jésus, chacun doit se donner totalement, jusqu'au bout, au prix même de son sang. Vous voyez, le cardinal est en rouge. Ça signifie qu'il doit se donner à fond, jusqu'au martyre s'il le fallait. Première école de formation des catéchistes, la commémoration du centenaire du centre est également un moment d'introspection. Ça commence en même temps que des petits séminaires. Donc ceux qui voulaient devenir prêtres et ceux qui voulaient devenir catéchistes étaient ensemble. De là, il s'est avéré utile de les séparer. Et on a envoyé les catéchistes à Gilungu en 1930. Et ils sont restés là-bas longtemps. Et par manque d'eau dans la localité, on était obligé de transférer l'école à Doncé. Le nombre de catéchistes de l'Église Famille de Dieu s'est agrandi au cours de la célébration eucharistique. 80 catéchistes des diocèses de Wayuguia, de Gawa, de Kaya et de Kupela ont été titularisés après 4 années de formation. Ils ont été invités à mener à bien leur mission en fortifiant la foi des catéchumènes par la prière. 4 frères des écoles chrétiennes ont célébré hier à Dilungu leur jubilé d'or de sacerdoce, 50 ans durant lesquels ils ont témoigné de la foi par l'enseignement et l'écoute. Pour l'archevêque émérite de Ouagadougou, Jean-Marie Compaoré, qui a dirigé la célébration eucharistique, ces prêtres ont servi Dieu avec dévouement. Adama Guiti, Godefroy Bazier. Célébration aux allures de cour magistrale et pour cause, 4 frères lassaliens fêtaient leur jubilé d'or. Frère Gabriel Zabrangba, Luis Alvarez, Paul Caboré et Raoul de Anton ont dispensé pendant 50 ans le savoir dans des écoles chrétiennes à des enfants burkinabés. Aujourd'hui, vraiment, c'est une joie de voir ceux qui exercent des professions et qui vraiment sont enviés par le monde. Nous disons qu'ici, nous avons réussi. Fierté de voir les fruits de cette décennie d'abnégation au service de Dieu et de l'homme, mais peinée par l'actualité de l'école burkinabé. J'ai suivi pas à pas tous les progrès du Burkina. C'est bien au niveau des infrastructures, tout ça. Maintenant, il faut veiller un peu plus peut-être à la discipline, à la conscience professionnelle, ce que nous voulons inculquer à nos élèves. Bref, la cérémonie d'action de grâce a permis une nouvelle fois de rappeler la place des frères dans l'Église catholique. Quand on dit frère, on voit d'abord un service, un ministère qui est attaché à répondre à un besoin humain précis. Dieu n'est pas insensible à ce qui arrive dans les sociétés. Il suscite des hommes qui créent des groupes, des sociétés, des associations pour répondre à ces besoins. La célébration du jubilé d'or des frères des écoles chrétiennes est une sorte d'invite à continuer l'apostolat pour que la flamme de la foi ne s'éteigne jamais. En culture, Mounan Ndiaye, actrice principale du film L'œil du cyclone du réalisateur burkinabé Sékou Traoré, est la grande lauréate de la première édition de la Nuit des Sotigui, un événementiel qui a récompensé hier les acteurs du cinéma. Selon ses initiateurs, c'est un cadre de reconnaissance et de célébration du métier d'acteur. Et à l'occasion, un vibrant hommage a été rendu à Sotigui Kouyaté, une légende du cinéma africain disparue en 2010. Boumanébié. Une joie immense pour la comédienne Mouna Ndiaye qui remporte le Sotigui d'or 2016 pour son rôle joué dans le film L'œil du cyclone. Je suis très émue et très heureuse
d'avoir remporté ce trophée. Je pense que nous sommes des acteurs dans le développement et dans tous les secteurs au niveau d'un pays. Ce cadre de récompense des comédiens africains et de la diaspora est dénommé Nuit des Sotigui pour rendre, selon les organisateurs, un vibrant hommage à Sotigui Kouyaté, un grand comédien du cinéma africain décédé en avril 2010. Plusieurs autres prix ont aussi été décernés. Le trophée du meilleur acteur et celui de la meilleure actrice burkinabé ont été décernés respectivement à Rasmani Ouedraogo d'Irazo et à Delphine Ouattara d'Imamouta. Le Sotigui du public est allé à Augusta Palinfo, tandis que celui du meilleur acteur de l'Afrique de l'Ouest a été remporté par Michel Gou de la Côte d'Ivoire. Le Sotigui aujourd'hui, c'est pour redorer le blason des comédiens. Pour qu'aujourd'hui, le comédien du cinéma ne soit pas vraiment oublié. Il n'est pas normal que des acteurs brillent un jour et plus tard meurent dans l'indifférence et souvent dans la misère. C'est une réflexion qui nous engage et qui nécessite solution. Des Sotigui d'honneur au ministre en charge de la culture et à son homologue du Mali, ainsi que des trophées à titre posthume, ont été également remis au cours de cette première édition de la Nuit des Sotigui. La danse du Kigba, dite danse des fesses, c'est une particularité des femmes du plateau Mossi. Un festival lui est dédié depuis 3 éditions et ce 5 mai à Laye dans le Kouréogo, les troupes de danse traditionnelles se sont retrouvées pour des démonstrations. Images et ambiance avec Fabrice Nébier et Bouma Ernest Nébier. Cette danse, exécutée ici par la troupe de filles de l'école Adelaï, s'appelle la danse Kieraba, une danse traditionnelle de la localité que l'association Baoitaba veut promouvoir à travers un festival qui porte le nom de la danse, le festival Kieraba. On a vu que depuis un certain temps, le Kieraba, on ne le voit plus. Donc on a pris vraiment l'engagement de vraiment le faire vivre Kieraba. Donc au début, on a fait le tour, on a essayé vraiment de réorganiser les femmes pour qu'ils puissent vraiment pratiquer Kieraba. Et aujourd'hui, Dieu merci, on a pu vraiment faire quelque chose. La danse Kieraba n'est pas la seule à être valorisée par le festival. Plusieurs autres, comme le Warba et le Wiri, sont aussi concernés. La promotion des contes et légendes ainsi que la valorisation des mets traditionnels sont aussi des objectifs visés par le festival Kieraba. Ces types d'activités font la promotion de la culture et la sauvegarde de la culture. Nous avons estimé qu'il est de notre devoir de les accompagner, de les soutenir. 20 troupes de danse traditionnelle prennent part à cette 3e édition et les meilleurs seront récompensés à l'issue du festival. Et on referme cette page culturelle avec ce week-end culturel des tout-petits du diocèse de Kupela. Des moments de pur bonheur à travers la danse, la musique et le sport. Ibrahim Sombier, Mahamadi Wena. Ils sont tout petits, mais le talent artistique est déjà là. Que ce soit au défilé de mode, au ballet ou en interprétation d'œuvres musicales. Les scolaires des écoles catholiques de l'archidiocèse de Kupela ont assuré le spectacle. Le Warba, le Wenega, la danse Zaoré, mais surtout l'interprétation de la chanson à succès Denke Denke de Diko Fils a émerveillé. Toutes les qualités vraiment étaient réunies. Depuis les danses traditionnelles, vraiment danses atypiques, où il n'y a pas de mélange de pas comme on aime voir dans les ballets, dans les autres compétitions. Et on a eu les élèves de la maternelle qui nous ont montré ce dont ils sont capables dans les playbacks. Vous avez vu le Koundé d'or a été mimé en playback avec vraiment succès. Nous pensons que l'éducation, ce n'est pas seulement le contenu des livres, d'ailleurs, ce contenu-là qu'on peut, qui est perfectible. Voilà, ce n'est pas seulement le contenu des livres, mais c'est aussi réveiller tous les talents qui sont en l'homme. Et les talents qui sont en l'homme, c'est les talents intellectuels, mais c'est aussi les talents artistiques. Et désormais, ces enfants peuvent enrichir leur talent artistique par la recherche. Le lycée Notre-Dame des Grâces a inauguré à l'occasion de cette semaine de l'enseignement catholique à Kupela
sa toute nouvelle salle informatique. Un reportage signé Mamadi Wena que nous recevons sur ce plateau pour l'invité sport. Bonsoir Wena. Bonsoir Fousséni. Oui, vous êtes là pour nous parler d'abord du championnat national de football de première division. Le leader cale pendant ce temps. Le RCB et l'USO s'approchent du fauteuil. Oui, évidemment, Fousséni, le RCK cette semaine a été contraint au match nul. C'était la 21e journée qui s'est jouée notamment samedi. Le RCK a été accroché à Ouagadougou par l'Union sportive du Yatenga, 1 but partout. Et pendant ce temps, à Bobo, le RCB n'a pas raté l'occasion de recoller, comme vous le disiez tantôt. Le RCB a battu l'étoile filante de Ouagadougou 1-0. Le choc de cette 21e journée, c'était le match AS Sonabel-Uzo. Et l'Union sportive de Ouagadougou, l'USO, n'a pas aussi raté le coach, s'est imposé 1-0 devant l'AS Sonabel. Et il y avait un match qui était le match des mal classés, c'était le 16e Banque Sport qui recevait le 15e Majestic de Pau, et des Saponnais du moins qui reçoit souvent à Pau. Et ce match a tourné à l'avantage du Banque Sport qui a signé sa 2e victoire de la saison. Et les autres résultats de cette 21e journée, cet après-midi, l'USFA est allé battre la SFB à Bobo 2-1. Et l'USCO et le Santos FC ont fait 0 but partout, c'était samedi. L'AGEB a battu le BPS 1-0 et l'ASFA Yenga et COSAF ont fait match nul, 0 but partout. Et conséquent de tous ces résultats au niveau du classement, le RCK qui est leader reste toujours leader avec 44 points et une différence de but de plus 15. Mais voit venir le RCB tout près. Le RCB champion en titre est actuellement 2e. Il va y arriver. Voilà, avec 43 points plus 15. Donc un point d'écart entre le leader actuel et son dauphin qui est le RCB. L'USO aussi se rapproche. 3e avec 40 points plus 12. Ça veut dire qu'au niveau de la tête, c'est un championnat serré qui va se jouer dans les 9 prochaines journées. Au niveau du bas du tableau aussi, il y a le championnat des mal classés. L'USI qui a accroché le RCK reste 14e avec 18 points et une différence de but de moins 12. Majestic, défaite à Bangui par le Banque Sport, est 15e avec 15 points et une différence négative de moins 10. Et Banque Sport, malgré sa victoire sur Majestic, totalise 13 points et une différence de but de moins 17. Donc ça montre non seulement c'est serré au niveau du bas du tableau, comme c'est serré au niveau du haut du tableau. Oui, et très rapidement, Mamadi Wena, la Coupe de la Ligue du Centre en handball, l'ASFA Yenega en dames et l'ONEA chez les hommes sont les vainqueurs de l'édition 2016. Oui, évidemment, il s'agit de la Coupe de la Ligue du Centre en handball, mais qui s'est déportée pour se jouer à Koudougou. C'était sur le plateau de l'université de Koudougou. Et là, l'ASFA Yenega en dames a battu l'ONEA par 25-13. Et l'ONEA, les hommes, au niveau des hommes, qui a pris sa revanche en battant l'AS Douane sur un score serré de 22-21. Et c'était vraiment serré au niveau des hommes. Merci à vous, Mamadi Wena, d'être passé nous donner toutes ces informations sportives. Merci à vous, Fousséni. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.